Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui devient de plus en plus important à mesure que cette crise avance. Et c'est le thème de l'évaluation globale des risques. C'est-à-dire se poser la question si la solution qu'on tente de mettre l'avant depuis quelques semaines, c'est-à-dire un shutdown, un lockdown, social distancing, l'isolation sociale, est-ce que la solution ne produira pas plus de conséquences négatives et à la limite plus de morts que le problème lui-même, que le virus lui-même. Et comme introduction à ce thème aujourd'hui, j'aimerais soutenir mon point de vue à partir d'une entrevue réalisée par CNN il n'y a pas très longtemps avec un chercheur de Stanford. Le monsieur ici, qui a écrit un article qui s'appelle The Data is in, Stop the Panic and Stop Total Isolation. Et je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire. Has written for The Hill an essay titled The Data is In, Stop the Panic and End the Total Isolation. He too has a Stanford affiliation. He's a senior fellow at Stanford University's Hoover Institute, former chief of neuroradiology at the university's medical center. Why has your essay struck such a chord? There are 15,000 comments appended to it. Yes, thanks for having me. I think the answer here is we're in a different position now. We have the evidence, the data is in on who is the target of this threat, and we have accomplished the goal of the policy, which was to flatten the curves. And by those curves, we mean flattening the curves on deaths per day and hospitalizations per day. Now we know who the target is, we know who to protect, the vulnerable, the people with underlying diseases, and we also know that we can prevent overcrowding by doing that. But the big picture here is that we are creating a catastrophic healthcare situation because this idea of stopping COVID-19 at all costs is now causing people not to seek medical care for serious and often emergency care like cancer, chemotherapy, acute heart attack and stroke, organ transplants. 85% of living organ transplants are not getting done, and people are so panicking they're not even bringing their children in for their routine vaccinations. We are creating a catastrophe even beyond the massive economic trade-offs that we've made. And then I'd like to echo the other point you brought up, which is that in addition, total population isolation is actually preventing the development of herd immunity where the actual network of infection can be blocked, protecting the vulnerable. That's the most immediately available way to do that. We need a targeted policy. Dr. Atlas, can we do both at once? Can we both protect the most vulnerable, whether that's a subset of 10%, while allowing the 80 or 90% to re-engage to some degree in society? Well, absolutely. I mean, the point is, in fact, the most vulnerable, for instance, nursing home residents, we know how to protect them, and we have them already in a sort of a regulated environment. So we can restrict access to them. We can make sure people are even tested, those who work in nursing homes. The public understands how to do this new concept of self-isolation, protecting their vulnerable people and their family. But there's absolutely no evidence to do things like keep people in their homes, to keep people, to keep K through 12 schools closed. The children have virtually no risk of serious illness, let alone death. And there's no reason to stop businesses from functioning. We know how to do smart population, isolation by virtue of learning this behavior. There's absolutely no reason to create a catastrophe and a single-minded focus on stopping COVID-19 at all costs. That was never the goal. We've accomplished the goal. Ça continue, c'est intéressant d'écouter plus loin. Alors, on se rappelle au début, l'objectif principal était d'aplatir la courbe. La courbe semble être aplatie. Plusieurs centres hospitaliers sont même pratiquement pas vides, mais ils sont en marche à peut-être à 50% de leur pleine capacité. Et pourtant, les autorités
gouvernementales font la sourde oreille, semblent ne pas écouter vraiment ce discours et semblent pousser encore la peur avec les histoires de deuxième vague, par exemple. Et ça commence à être de moins en moins compréhensible. Ce ne l'était déjà pas pour moi au départ, et maintenant ce l'est encore de moins en moins, même si on donne des petits bonbons, même si, par exemple, en Allemagne, on commence à ouvrir un peu la société. Et pour vous montrer que cet argumentaire de ce monsieur-là aux États-Unis, où la crise est encore assez présente, je crois, faire le saut en Allemagne et vous parler d'un document qui a émergé ce week-end, c'est-à-dire vendredi dernier. Un document produit par le ministère des Affaires intérieures qui a pour but de protéger les infrastructures essentielles d'une société. Le document a été rédigé par un haut fonctionnaire avec l'aide d'experts médicaux. Et le document a pour but de contrôler l'administration même dans les mesures, c'est-à-dire de se poser la question vraiment essentielle. Est-ce que nous avons fait une analyse des risques globales? Est-ce que un shutdown va nous permettre d'atteindre à la fois l'objectif de limiter la propension au virus de se répandre, mais également permettre à la population et aux infrastructures essentielles de rester saines et tout simplement en vie. Et la conclusion est radicale ici en Allemagne. Et l'Allemagne, j'ose espérer, j'espère de tout mon cœur que l'Allemagne va être en mesure d'être une plaque tournante dans l'histoire de cette crise, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas eu de hotspot. Il n'y a pas eu d'endroit où les morts se sont accumulés à coups de centaines, à coups de milliers, comme par exemple au nord de l'Italie, à Bergamo, comme par exemple à New York. En Allemagne, ce n'est pas arrivé. Et pourtant, on a instauré un shutdown, un lockdown, comme dans la plupart des pays, en Europe et en Occident. La majorité des gens affirment maintenant que la raison pour laquelle il n'y a pas eu de hotspot, où il n'y a pas eu d'endroit où les morts se sont accumulés à coups de centaines, à coups de milliers en Allemagne, la raison est que nous avons effectué le lockdown. Il y a sûrement eu un certain effet du lockdown, mais maintenant la question est de savoir est-ce que le lockdown, un shutdown, ne produirait pas des effets encore négatifs, encore plus grands sur la société. Et le document en question, produit par ce haut fonctionnaire, qui a pour but non pas d'être rendu public, mais d'avertir le ministre des Affaires intérieures des dangers d'un shutdown sur les infrastructures essentielles et sur la santé de population, ce document n'a pas réussi à arriver au ministre, c'est-à-dire dans les voies normales. Le haut fonctionnaire a dû se battre pour faire avancer son message dans toutes les instances du gouvernement. Il a reçu une fin de non-recevoir de son document qui avait été réclamé, exigé par le gouvernement même. Et c'est pour ça qu'il a décidé de publier le fameux gouvernement et de publier le document et de lancer son message à la population. Le message à la population est le suivant. Et c'est pas rien ici en Allemagne. On peut aller jusque-là. OK? C'est-à-dire, les effets observés et les répercussions du COVID-19 ne permettent pas d'établir et de reconnaître des preuves suffisantes que cela avait des effets, des répercussions sur la santé
les répercussions négatives sur la santé générale de la population comme l'a entendu, et que c'était fort probablement une fausse alarme. C'était fort probablement une fausse alarme. Et après, le document montre à quel point il n'y a pas eu d'analyse des risques globaux dans la solution proposée et que la solution proposée, au meilleur de nos connaissances, était pour causer beaucoup plus de problèmes, de santé. Et là, on se concentre principalement aussi sur la santé, c'est-à-dire exactement comme le médecin dans l'entrevue de CNN l'a dit, il y a une catastrophe médicale qui est en train de se passer présentement parce que les gens ne vont plus à l'hôpital, les gens ne reçoivent plus leurs soins normaux, les gens ne vont plus faire à leur rendez-vous pour avoir une détection d'un cancer ou autre, d'autres types de maladies. Et c'est évident que tout ça va avoir pour conséquence des morts en bout de ligne. Et le papier en question met de l'avant ces risques extrêmes. Et le mot est ni plus ni moins le même que le monsieur de CNN, c'est-à-dire une catastrophe médicale. Parce qu'on veut arrêter le virus à tout prix. Alors, je vais évidemment mettre toutes ces sources sous mon vidéo. Je vous encourage très fortement à ici, bon, au meilleur de mes connaissances, ça semble être un document tout à fait légitime. J'ai eu la chance, je me suis permis d'écouter cette entrevue de l'un des experts conseils de ce haut fonctionnaire et qui parle de la manière de ses recherches, de ses conclusions par rapport au fameux shutdown ici. Cette personne m'apparaît tout à fait saine d'esprit. C'est une forme de Watergate en Allemagne, ce document. Et on le discarte comme si de rien n'était. Donc, les conséquences négatives du shutdown, c'est ce qu'on met de l'avant. Ici, il n'y a pas seulement ce médecin qui a travaillé au document. Il y en a beaucoup. J'espère que la signature ici, ça c'est un résumé qui a été publié sur Internet. Je vais le mettre sous mon vidéo. Alors, voyez ici, on parle du risque de suicide, on parle des gens qui ont besoin de soins, qui n'ont pas leurs soins parce qu'il manque de soins d'infirmiers, d'infirmières, les risques d'attaques cardiovasculaires, d'attaques de cœur, etc., etc., etc. La liste, elle est très longue. Mais j'aimerais terminer sur une note personnelle. Alors, on a les risques pour la santé des gens, au niveau des soins même qui ne sont pas donnés présentement. On a bien sûr le risque au niveau de la santé des gens dans l'isolation elle-même, qui m'apparaît être un risque absolument incroyable à prendre. S'attaquer à notre façon d'être ensemble, à notre confiance de base qu'on peut avoir entre êtres humains. C'est un risque gigantesque. Tout le monde se promène maintenant avec des masques autour de moi. Je n'arrive pas à lire leurs émotions sur leur visage. Mais la note personnelle, à la toute fin, et qui m'apparaît être un risque extrême, c'est que la société, ici en Allemagne, je peux parler pour moi, je ne sais pas pour vous, au Québec, au Canada, ailleurs, mais la société présentement est en train de se diviser, est en train de se scinder assez profondément en deux camps. Le camp des gens qui croient fondamentalement le discours, la trame narrative gouvernementale, et le discours qui ridiculise, qui attaque personnellement les gens qui font partie de l'autre camp, le camp auquel je fais partie, le camp de ceux qui essaient d'y voir clair, qui ne comprennent pas, qui se sentent menacés dans leur intégrité physique, si éventuellement
une obligation de se faire vacciner arrive. Et cette scissure à l'intérieur de la société me fait profondément peur parce que je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais senti quand je lis ce qui apparaît sur mon newsfeed Facebook de connaissances ou d'amis plus ou moins proches et que je vois le type d'insultes qu'on lance à la face des gens qui ont eu le courage d'aller exprimer leur opinion dans la rue samedi dernier, qui vont le faire encore samedi prochain, de voir ce qu'on leur lance au visage. Complotistes, extrême droite, égoïstes, fous. Et je ne peux pas parler pour les autres, mais étant donné que je fais partie de ce groupe-là, étant donné que j'y étais à une de ces manifestations-là, je me sens évidemment attaqué personnellement. Et ça fait tellement mal, parce que j'y mets toute mon intégrité morale et intellectuelle. J'y mets toute mon intégrité intellectuelle pour essayer du mieux que je peux de comprendre les chiffres qu'on nous lance, qu'on nous balance au visage à tous les jours dans les médias de masse. Et mon intégrité morale pour essayer, au-delà du potentiel de m'infecter sur le virus et d'infecter peut-être des gens qui sont proches de moi, de comprendre les drames et les catastrophes qui sont en train de se jouer présentement pour tous ceux qui n'ont pas accès à des soins, à d'autres types de soins. Les catastrophes qui sont en train de se jouer présentement pour tous ceux qui perdent leur projet existentiel, leur petit emploi, leur petite business. Tous ceux qui perdent leur possibilité de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. Parce que c'est ça qui est en train d'arriver, des proportions gigantesques de chômeurs qui vont être dépendants maintenant du gouvernement comme jamais. Intégrité morale pour tous les enfants, les adolescents qui sont en plein développement et qui absorbent les tensions sociales autour de nous et qui intègrent cette peur qui mine leur confiance fondamentale en l'autre. Tous ces enfants, ces adolescents et toute autre personne qui veulent simplement respirer et pas s'empoisonner soi-même avec son propre CO2 en ayant un masque tous les jours. Pas s'empoisonner soi-même avec les propres bactéries qui se cultivent sur le masque. Intégrité morale pour toutes ces personnes âgées à risque qui risquent maintenant de mourir seules. De mourir seules. Intégrité morale de demander ce qu'ils veulent à ces personnes âgées ou à ces personnes à risque. Comment ils veulent vivre. Et ça me touche tellement, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal de voir que cette intégrité morale-là, elle est discartée, elle est rabaissée avec des insultes ad hominem. J'ai jamais vu un tel niveau de sophisterie de toute mon existence. On n'argumente plus. On lance uniquement des insultes. Et là, je dois dire que ça vient maintenant des plus hautes instances gouvernementales en Allemagne. C'est un risque immense de tension sociale. Il faut accepter également ce risque, ces conséquences du shutdown, qui m'apparaissent être des conséquences beaucoup trop dangereuses.
beaucoup trop folle pour continuer dans cette folie. Alors, j'espère que tous ceux qui se sentent interpellés par mon message, qu'à votre échelle, vous exprimez ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos émotions, vos intuitions sont valides. Et faites l'effort de réfléchir à la vie que vous voulez vivre. Et la vie qu'on vit présentement, ce n'est pas la vie que je veux vivre. Ce n'est vraiment pas la vie que je veux vivre. Pour ceux qui le pensent aussi, vous n'êtes pas seul. Et lâchez pas.